Ça brûle, monsieur Corias. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Rhétorique vichiste du complot juif, nouveau Doriot, nouveau Drummond, propos inadmissibles, propos inappropriés au débat républicain, déchéance, naufrage intellectuel et moral, propos qui sont à la limite de l'antisémitisme, fricotage avec l'antisémitisme. Vous venez d'entendre un petit pot pourri des opinions des représentants du réseau ultra-sioniste de France à propos de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça condensé en quelques jours. Alors, le leader de la France insoumise est-il en passe de devenir l'Adolf Hitler de 2020 ? C'est la question brûlante que nous abordons aujourd'hui dans ce 14e numéro d'Only Hebdo. Et c'est parti. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce les propos inadmissibles de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise s'en est pris au Conseil représentatif, donc au CRIF, en commentant le résultat des élections britanniques. Effectivement, tout est parti de la cuisante défaite en Angleterre des travaillistes de Jeremy Corbyn jeudi dernier. Et sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a commenté cet échec de la gauche britannique en expliquant « Corbyn a subi des accusations d'antisémitisme de la part du grand rabbin d'Angleterre et d'après Jean-Luc Mélenchon, Jeremy Corbyn a commis l'erreur de s'excuser au lieu de riposter. » Et il ajoute « Pour ma part, je ne céderai pas, non à la retraite par points, non à l'Europe allemande et non aux genuflexions devant les zoukèses arrogant du CRIF ». C'est cette dernière phrase qui a provoqué la colère. Donc le comité représentatif des institutions juives de France qui a donc qualifié de choquant et d'ignoble ces propos. D'abord, le mélange des sujets. La retraite par points, dans l'esprit de Mélenchon, c'est une attaque contre le peuple. L'Europe allemande, c'est l'Europe de l'argent. Et, dit-il, il faut s'y opposer comme il faut s'opposer à l'arrogance du CRIF et ne pas faire de genuflexion devant les oukases du CRIF. Oukaz, ça veut dire décret en russe. Dans le langage courant, c'est un ordre, une sommation. Faire des genuflexion, c'est obéir, c'est montrer qu'on accepte la domination. En une seule phrase, on a donc toute une série de clichés sur les juifs, leur arrogance, leur volonté de dominer le monde, leur contrôle sur l'Europe de l'argent et leurs attaques contre le peuple, en l'occurrence à travers la réforme des retraites. Oui, ça fait mal, ces déclarations. Hein. Il a eu du beau monde sur le dos cette semaine de mi-décembre 2019. Askolovitch, Castaner, BHL, Francis Khalifa, le président du CRIF, pas le président de la République. Aurore Berger, qu'on commence à connaître. Aurore Berger, députée LREM, porte-parole de La République En Marche. Et également et surtout vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Caroline Fourest, Philippe Val et même le jeune Gabriel Attal, secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, qui lui, alors il n'est pas dans le cumul des postes, lui il est dans le cumul des cursus, il est juif, homosexuel et fils d'un producteur de cinéma. Voilà, on réentendra parler de lui certainement dans les prochaines années. Tous sont donc montés au créneau pour réagir et pour condamner le commentaire de Jean-Luc Mélenchon à propos de la défaite du Labour, le parti travailliste de Jeremy Corbyn, aux élections législatives du Royaume-Uni. Alors, je vais vous citer, chers auditeurs et cher monsieur Corias, je vais vous citer le commentaire de Jean-Luc Mélenchon qui a déclenché la polémique. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de Corbyn « Il a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud. Au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser et à donner des gages. Dans les deux cas, il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires. » Et Jean-Luc Mélenchon a continué dans son commentaire, a continué sa diatribe. « Je ne me laisserai pas influencer par des lobbies quels qu'ils soient, financiers ou communautaristes. Retraite à points, Europe allemande et néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF. C'est non, et non, c'est non. » Ça brûle, monsieur Corias. Ouais, ça brûle, mais c'est marrant. Ça me rappelle dans cette histoire de cette fameuse petite phrase lâchée à dessein par Monsieur Mélenchon,
D'abord, on comprend que si on veut être dans l'actu aujourd'hui, il faut parler du CRIF, il faut parler de la Shoah, il faut parler de la LICRA. Il suffit de balancer quelques mots-clés et tout de suite, on est en première ligne et surtout dans les premières pages de tous les journaux et chez tous les éditorialistes. Donc voilà, donc c'est aussi un média aujourd'hui de parler du lobby sioniste français. On est direct dans le maelstrom médiatique. Et donc lui, il sait très bien ça, un bon trotskiste. Mélenchon sait très bien comment revenir dans l'actualité quand on n'en a pas ou peu. Et là, c'était l'occasion de revenir avec cette affaire de l'élection de Boris Johnson, qui a été nommé Premier ministre par la nouvelle Chambre des communes anglaise. Et c'est drôle parce que les gens qui lui ont reproché sa petite diatribe sur le CRIF sous-entendent par là même que le CRIF n'aurait pas d'influence en France. C'est Geoffrin qui a parlé de cette supposée influence du lobby sioniste, du lobby juif ou du CRIF en France. Bref, en gros, pour tous les gens que vous avez cités, les éditorialistes, ou les représentants de certaines communautés, ou les agents médiatiques, peu importe comment on les appelle. Donc pour tous ces gens-là, le CRIF n'aurait pas d'influence. Bon, très bien. Moi, ça me rappelle quand même un livre de Ratier qu'il avait écrit, je crois, sur Chirac, avec des passages assez incroyables, où il avait trouvé que le retournement médiatique en faveur de Chirac et contre Balladur lors de son élection en 95, ça avait eu lieu très tard dans la campagne. Eh bien, c'était dû justement au fait qu'il avait rencontré les hautes autorités juives françaises, ou sionistes, les deux d'ailleurs, qui lui avaient garanti qu'il serait un peu le candidat de leur camp. Et chose étonnante, c'est à partir de ce moment-là que les sondages ont changé. Je ne veux pas dire par là que les sondages sont trafiqués, mais apparemment, dans les médias, il y a eu un retournement d'alliance qui avant étaient tous en train de cirer les pompes à Balladur, etc. Donc aujourd'hui, il est tout à fait probable 25 ans après cette opération chiracienne, que le lobby sioniste incarné par le CRIF en France ait de l'influence sur les élections, sur le débat politique. Et donc quand Mélenchon parle du CRIF comme une succursale du Likoud, il ne se trompe pas, puisque Serge Khalifa, le président du CRIF, a des mots aussi durs que ceux de Netanyahou, parle d'antisémitisme du matin au soir, de lutte contre la haine, etc. Donc là-dessus, on peut lui donner raison objectivement. Et donc il s'est pris une shitstorm, c'est-à-dire une tempête de merde, mais savait très bien à quoi s'attendre en disant ça, et en parlant surtout de communautarisme et de lobby financier, parce que là, on peut pas faire pire. Oui, d'après vous, alors c'est plutôt une erreur de com ou un calcul? Donc ce serait plutôt un calcul électoral de la part de Jean-Luc Mélenchon? Oui, absolument, il sait très bien. De toute façon, c'est un trotskiste, je crois Lambertis, il vient de l'OCI, le communisme international, qui, eux, sont les rois de la magouille, de la combinaison et de l'infiltration. Donc c'est très bien sur quelle touche appuyer. C'est comme un clavier, vous avez la France, vous avez les médias, il y a un clavier avec dessus écrit sionisme, Shoah, communauté, argent, banque, tout ce que vous voulez. Il y a des mots quasiment interdits, ou des associations de mots qui sont quasiment interdites. Et lui, c'est très bien qu'en appuyant sur 2 ou 3 touches, en créant un accord, il va déclencher une tempête. Et cette tempête va le mettre devant dans les médias. Et ce qu'il va perdre médiatiquement, c'est-à-dire parmi l'élite médiatique ou médiatico-politique, vous avez cité Attal et compagnie, BHL et toute la bande, eh bien, il va le gagner, lui, par contre, en termes populaires. C'est-à-dire que son calcul n'est pas forcément, et je pense même pas du tout perdant, en termes démographiques ou électoraux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est déjà dans la campagne des municipales, en mars 2020, mais il sait que ce faisant, il va reprendre la main, alors qu'il est très attaqué. On sait que c'est quasiment certain, la paire Belloubet-Macron lui a foutu via le parquet une petite perquise assez ignoble sur le dos pour le paralyser. Il s'en est exprimé dans une vidéo quasiment de 3 heures, où il y a enfin un documentaire là-dessus. Et donc, aujourd'hui, il contre-attaque. Et c'est la meilleure des défenses, comme on dit. C'est un peu la théorie de Jacques Vergès, le procès de rupture. Et il crée une rupture, et soudain, le Mélenchon, qui a toujours été philosémite, qui a toujours été déclaré l'ami de la communauté juive, etc., soudain, il attaque le CRIF et la communauté, tout en disant que le CRIF n'est pas la communauté juive. Donc il fait très bien le distinguo entre les deux. Et voilà, donc
quelle est l'arrière-pensée de Mélenchon là-dedans? On s'est un peu creusé et il y a que lors de la manif du 4 décembre contre la retraite à points d'Édouard Philippe et Macron, il a fait une petite sortie sur Marine Le Pen en disant qu'enfin elle retrouvait la raison et qu'elle s'alignait un peu sur les désidératos sociaux du peuple, etc., qu'il fallait manifester. En gros, il tendait la main à Marine Le Pen, ce qui lui a été reproché par toujours la même bande, mais il envoyait un petit message aussi à ses électeurs en disant vous pouvez venir chez nous. Et donc, nous, on a traduit ça comme une OPA sur le FN, qui lui est paralysé, on va le dire directement, par sa nouvelle idéologie plus proche du sionisme que de l'antisionisme. Sur le curseur, ils sont même carrément presque à l'autre bout. Et du coup, lui, il a senti qu'il y avait une possibilité de récupérer des souverainistes non sionistes qui sont passés chez Marine Le Pen, parce qu'on sait que dans le RN ou le FN d'aujourd'hui, il y a une bonne proportion d'anciens communistes et d'ouvriers qui sont passés chez les Le Pen et qui pourraient tout à fait, si le souverainisme se retrouve à gauche, passer de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a un calcul électoral, ou en tous les cas de report de voix du RN vers la France insoumise, fait par Mélenchon, et à mon avis, il sera gagnant sur ce coup-là. Alors c'est vrai qu'on est au cœur de la stratégie de Mélenchon qui d'ailleurs n'est pas nouvelle. Il oscille depuis des années entre une tentation souverainiste populiste, quasi révolutionnaire, et parfois effectivement il sombre soit vers l'union des gauches bourgeoises, sociétales, antiracistes, soit vers l'islamo-gauchisme, comme il a pu le faire en manifestant à la manifestation contre l'islamophobie ces derniers temps. Et là il a été au mois de novembre, et là il a été qualifié par toute la presse de leader de l'islamo-gauchisme français. Ouais, alors ça, l'islamo-gauchiste, c'est une expression qui revient souvent dans la bouche des ultrasionistes français ou des nationaux-sionistes, et aussi dans la bouche de BHL, qui n'est pas censé être un national-sioniste. Sioniste, oui, national, pas du tout, sauf pour Israël, sans faire de jeu de mots. Islamo-gauchiste, voilà, ça veut dire, en gros, toute cette gauche qui n'a pas été sionisée, mieux vaut parler franchement. Or, qu'est-ce que c'est la gauche qui a été sionisée, ou en tous les cas qui a lâché la défense du peuple palestinien? Pour parler clairement, toujours, c'est le PS, et le PS ne pèse plus rien aujourd'hui. Donc, Mélenchon sait très bien le risque qu'il y a à être à lâcher, je dirais, la lutte contre l'impérialisme ou américain ou sioniste ou israélien. Et du coup, il préfère prendre des coups par le milieu médiatique que des coups électoraux, c'est-à-dire de subir une défaillance à une élection importante. Je rappelle quand même qu'en 2012, lors de la campagne 2011-2012 pour la présidentielle précédente, quand François Hollande a été élu, il a été massacré par la presse, et surtout la presse de gauche. Le Nouvel Obs l'a littéralement traîné dans la boue. Il en a conçu une rage assez froide et durable contre la presse de gauche dite bourgeoise, et parce qu'à l'époque, il gênait évidemment une élection éventuelle d'abord de DSK, et quand il a été éliminé, probablement par les services secrets de Sarkozy, c'est devenu François Hollande, et il ne fallait pas que Mélenchon soit dans les pattes de Hollande. Bon, Hollande a été élu, on a vu le résultat. Ensuite, il a été remis en selle par les médias en 2016-2017 parce que il fallait que le souverainisme de gauche limite la montée du FN. Et il a quand même eu 20%, et il a gratté des voix apparemment à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je crois qu'une étude assez pointue des électeurs des deux camps disait qu'il y avait à peu près 40%, je crois, des électeurs de Mélenchon qui n'étaient pas monstrueusement contre l'idéologie du nouveau Front National, surtout sur le souverainisme. Voilà, donc il y a des possibilités de faire des gains de part de marché. Et Mélenchon, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe après avoir été remis en selle dans les médias? On a vu que sa compagne avait été reçue de manière presque princière par Ruth Elkrief en février, je crois 2017, quelques mois avant l'élection. Eh bien aujourd'hui, c'est le contraire. Il a eu 20% aux élections en 2017, et il se trouve qu'avec la contestation sociale qui monte, qu'il n'a pas décidé, mais qui monte depuis un an, depuis les Gilets jaunes, novembre 2018, eh bien là, il redevient quelqu'un d'un peu dangereux pour le système. Et c'est pour ça que le système essaie de le mettre
sous contrôle. Et là, pour le coup, ceux qui ont écrit ou qui pensent qu'il y aurait une alliance objective et cachée entre le CRIF et Mélenchon pour qu'il joue à l'antisystème, moi je ne suis pas certain de cela. Il est vraiment emmerdant pour le CRIF et Khalifa concentre aujourd'hui tous ses tirs contre Mélenchon plutôt que contre Marine Le Pen, qui elle a montré patte blanche. Alors c'est vrai que pendant la séquence Gilets jaunes qui vient de passer, ça a fêté ses 1 an, Jean-Luc Mélenchon et le parti de la France Insoumise se sont quand même relativement gaufrés. Ils n'ont pas vraiment su surfer sur la vague, ils n'en ont pas vraiment profité et donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon revient dans le jeu politico-médiatique par une autre porte, qui est celle que vous venez de présenter. Mais effectivement, ça peut être un bon calcul. Ça peut être un bon calcul d'opportunisme pour les années à venir, pour les prochaines échéances et pour continuer à exister, vu que Marine Le Pen et le Rassemblement national, eux, n'existent plus vraiment dans quelconque optique que ce soit finalement. Et puis, on peut plus dire aujourd'hui qu'ils sont vraiment anti-système. Marine Le Pen a encore rappelé dernièrement qu'elle était pas contre l'Union européenne, donc pas de Frexit, alors que c'était au goût du jour encore quand Philippot était un de ses conseillers. Donc de ce côté-là, le Front National devenu Rassemblement National montre doublement patte blanche, surtout avec ces nouveaux cadras pro-sionistes. Du coup, il y a un boulevard, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat orpheline, souverainiste, qui a envie d'être représentée, et lui, il a tout de suite saisi ça, le père Mélenchon, qui a été élevé à l'école François Mitterrand. C'est un admiratif de Mitterrand, comme on dit un Florentin, le roi des combinations. Aujourd'hui, c'est lui qui mène en quelque sorte la danse face à Macron. Alors là, on peut dire effectivement qu'il est non pas un pantin, jamais j'oserais dire ça sur son sujet, mais disons le sparring partner de Macron. Personne n'oubliera qu'il a fait voter de manière, disons, du bout des doigts pour Macron en mai, pour le 7 mai, entre les 2 tours 2017. Donc il y a quelque chose là qui fait mal pour quelqu'un qui aujourd'hui veut se distinguer absolument du néolibéralisme et du système. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont en politique, on peut changer. Et aujourd'hui, il a compris, et surtout avec la montée de la puissance du net, qui a dépassé la télévision, je le rappelle toujours, dans l'esprit des gens et en termes d'audience, il y a quelque chose à gagner en étant souverainiste et en étant antisioniste, clairement. Et je pense qu'il y a une digue qui a sauté. On l'a vu dernièrement avec les propos de Jean-Paul Huchon, l'ex-président du Conseil régional d'Île-de-France, qui a carrément parlé de lobby juif. Et puis, donc, cette petite ceinture de contention qu'il y avait dans le monde politique est en train de craquer de toutes parts, et des gens se lâchent. Et Mélenchon a senti ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un énième revirement dans ce sens-là? On n'oublie pas non plus qu'il a fait virer Kuzmanovic, qui représentait, on peut le dire, la tendance gauche du travail, droite des valeurs à la France Insoumise, et qu'à la France Insoumise, il a aussi des gens comme Manon Aubry, comme Alexis Corbière, qui sont de bons gros gauchistes, qui disent avoir été élevés, eux, au biberon de l'antiracisme et de la lutte contre l'extrême droite. Donc ça ne va pas être facile non plus en interne de faire passer le nouveau message. Et même si Mélenchon devenait vraiment le leader numéro 1 de l'islamo-gauchisme, même si c'était une posture et un calcul électoral, ce serait pas totalement délirant, puisque dans une France qui se zémorise face à la zémorisation du champ politique, pourquoi pas devenir, après le sparring partner de Macron, pourquoi pas imaginer devenir le sparring partner de la France zémorisée? En tout cas, c'est la place qui existe, c'est la place qui est interdite par les réseaux dominants. L'islamo-gauchisme, c'est tout ce qu'il ne faut pas, le vrai gauchisme, et surtout, soi-disant, l'islamisme, alors qu'en fait, ça représente rien d'autre que le potentiel électoral des musulmans, des banlieues, etc. Celui sur lequel la gauche socialiste s'est appuyée pendant une vingtaine d'années pour gagner. Aujourd'hui, lui
sachant que le PS n'est plus rien, il veut rafler cet électorat. Il a compris que ça lui donnait une base d'une bonne vingtaine de pourcents. Et on sait qu'en France, au premier tour, aujourd'hui, il suffit de pas grand-chose pour aller en finale. C'est-à-dire, à 20%, on n'y est pas, à 24 ou 25, on y est. Donc, il suffit d'une petite poussée de 4 ou 5% pour réaliser un coup assez phénoménal. Et il est possible qu'en fin de carrière politique, Mélenchon ait cette idée derrière la tête de soudain devenir le finaliste, comme vous dites, face à un candidat qui serait lui en face national-sioniste. Donc on a un nouveau découpage en France. On sait depuis longtemps que c'est plus la gauche et la droite, mais aujourd'hui on a sur une ligne sioniste-antisioniste, on a effectivement d'un côté l'islamo-gauchisme, de l'autre le national-sionisme, et au milieu le socialo-sionisme qui est en train de se faire écraser, c'est-à-dire les forces un peu... alors je mets pas Macron dedans, mais l'ancien PS, etc., la gauche qui n'a plus trop d'électeurs et qui est un peu perdu idéologiquement. Macron, c'est encore un cas à part, parce que lui, il s'est navigué entre toutes les eaux, et il essaie de récupérer un centre qu'il va peut-être perdre avec ses réformes. On va voir, on verra en 2022 éventuellement. En tout cas, oui, il y a une nouvelle césure, et face à un candidat qui sera celui de l'axe un peu maréchal-Zemmour, Mélenchon semble tout indiquer pour incarner celui qui va défendre les valeurs républicaines, qui défendent entre autres les pauvres, les banlieues, les immigrés, etc. Donc tous ceux que conchit en quelque sorte Éric Zemmour. Voilà, donc il y a une place qui se crée, et il n'est pas sûr d'ailleurs que la tendance nationale-sioniste soit dominante en France en termes démographiques. Et là, le calcul de Mélenchon s'avère intéressant. Oui, évidemment. Alors c'est vrai que cette semaine, on a vu justement Zemmour et Finkielkraut qualifier Mélenchon de menace numéro 1 devant l'extrême droite en ce qui concerne justement la question de l'antisémitisme. Et oui, lui, s'il pratique l'insoumission de ce côté-là, en fait, il faut toujours aller là où on n'a pas le droit d'aller. En politique, si on ose aller là où on n'a pas le droit d'aller, on peut faire un carton. Après, il faut accepter de se faire traiter de tous les noms, on l'a vu, mais bon, ce sont des mots. Pour l'instant, personne ne l'a attaqué en justice pour ses propos, parce qu'ils sont d'abord inattaquables. De dire que le CRIF de Serge Khalifa est une organisation qui ressemble à une succursale du Likoud, c'est inattaquable. Et pourtant, c'est pas faux. Et c'est très, très gênant pour ce conseil représentatif des institutions juives de France qui voudrait représenter les juifs français, mais qui en réalité est une minorité de minorité. Du coup, il s'attaque au noyau dur de l'idéologie dominante, et ça rapporte des points. Et ça fait réagir. Et puis les gens aujourd'hui ne sont pas dupes, ils savent très bien qui domine. Et Mélenchon, on le voit même dans des commentaires d'identitaires, même s'ils n'aiment pas le gauchiste, ils apprécient le courage ou les couilles, entre guillemets, du souverainiste, ou en tout cas du défenseur de la République. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le simple fait d'acter l'existence du lobby israélien suffit à être taxé d'antisémite, et le simple fait d'être pro-palestinien suffit à être taxé d'islamo-gauchiste. Oui, tous les amalgames sont faits sur toute la ligne, et c'est assez marrant. Après, justement, je reviens là-dessus, juste après la phrase choc, qui n'est pas un choc, qui est juste une vérité, de Mélenchon, une députée, ou le député, puisqu'on n'a pas le droit de dire la députée, théoriquement, Élise Fagelès, je crois, de la 5e circonscription de Paris, a pondu un texte de 9 pages, une espèce de texte archi-républicain, qui parlait justement du revirement de Mélenchon, du danger que ça représentait, de la haine, tout ça, donc toute la syntaxe habituelle, toute la pipologie habituelle qu'on écoute à longueur de journée. Et cette Élise Fagelès disait en gros qu'il ne devait pas y avoir d'ambiguïté. C'est-à-dire que Mélenchon surfait sur une ambiguïté, et qu'il fallait qu'il se déclare soit antisioniste, et donc antisémite, ou le contraire. Et en gros, ce qui était marrant, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, enfin, d'après ces gens-là, il faut être soit antisémite, soit sioniste, soit on est nazi, soit on est pro-lobby. Et donc c'est aussi dangereux. C'est-à-dire que les envoyés ou les représentants plus ou moins conscients du lobby sioniste français
à forcer les gens à prendre position de manière aussi manichéenne entre le nazisme et leur camp, ça peut conduire à certaines surprises. Peut-être des gens, à un moment donné, qui vont dire on en a marre, on n'est pas obligé d'être considéré comme des nazis si on n'est pas d'accord avec vous. Et effectivement, il y a une chaîne d'amalgame entre islamisme, musulmans, antisémites, antisionistes, critiques de l'État d'Israël, etc. On le voit sur tout le curseur. Et tout est aujourd'hui quasiment criminalisé, ou en tout cas criminalisable, puisque c'est pas encore devenu force de loi. Hein. On sait que la résolution qui a été votée par l'Assemblée, et qui était à moitié ou aux 2 tiers absente, sur l'assimilation de l'antisionisme à un antisémitisme, n'a pas force de loi. Ça pourrait le devenir peut-être un jour, mais ça va dans un sens qui est à double tranchant. C'est toujours pareil, quand on force les gens à choisir un camp, c'est une forme de radicalisation, et il n'est pas sûr que les Français se rangent tous derrière la ligne Zemmour, Fagelès, BHL et compagnie. Justement, cette nouvelle définition de l'antisémitisme dont on a parlé, qui intervenait une semaine avant la polémique Mélenchon, est un véritable marqueur de cette gestion hystérique de la question sioniste. Et vous l'avez bien dit, il est possible que ça, non pas que ça énerve certains réseaux de pouvoir, on va dire, mais que ça rebute certains réseaux de pouvoir. Et c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, il faut pas oublier qu'il représente aussi le réseau maçonnique du Grand Orient de France. Et on peut remettre cet affrontement et cette défiance envers le CRIF dans une perspective, une séquence un peu plus longue qui a commencé, qui a commencé il y a bien longtemps, mais qui s'est illustrée notamment cet été, au mois d'août, puisque dès le mois d'août, je me souviens que l'Express avait parlé d'instances de divorce entre le Grand Orient de France et le CRIF, parce que certainement que les francs-maçons, on va le dire rapidement, en ont peut-être marre effectivement de s'aligner systématiquement sur les positions du Likoud, qui représente quand même l'extrême droite religieuse, et c'est une ligne de plus en plus difficile à tenir pour qui que ce soit, à part pour les sionistes ultra et totalitaires, quoi. Et surtout quand, comme les francs-maçons du Grand Orient, c'est-à-dire les francs-macs de gauche ou même de droite, quand on défend soi-disant les droits de l'homme, à la base de tout, et qu'on en arrive à défendre une politique de colonisation et de meurtre ciblés ou de meurtre de civils, il y a quelque chose qui tient plus. Donc effectivement, la radicalisation du CRIF en France et donc du lobby sioniste français, elle peut mener à un déchirement dans le camp, je dirais, des idéologies voisines, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, sachant qu'il n'y a pas une seule franc-maçonnerie, bien sûr, il y a plusieurs tendances, les francs-maçons sont pas un et indivisibles, mais là, effectivement, il y a aussi un déchirement possible. On l'a vu aussi avec le positionnement d'Attali, qui, lui, sent que les choses peuvent déraper. Et Attali, évidemment, qui est un mage qui nous propose toujours la 4e guerre mondiale ou la 5e ou le gouvernement mondial, il a quand même des bonnes intuitions, puisqu'il sait que la radicalisation du CRIF, du discours par exemple de Zemmour et de Finkielkraut, peuvent porter atteinte non seulement à un pouvoir sioniste en France, mais aussi à la communauté juive tout entière. Donc, il y a des gens d'une tendance non ultra-sionistes, même s'ils le sont à leur façon, je dirais social-sionistes, qui n'ont pas perdu la main, qui ont encore un grand pouvoir culturel et qui ne sont pas... c'est pas qu'ils sont opposés à la tendance nationaliste de Zemmour et compagnie, mais ils comprennent que ça peut se retourner contre tout le monde. Contre tout le monde, je parle dans le camp sioniste. Et là est le danger. Et aller trop loin, comme Khalifa, les déclarations d'Attal, ou Lys Fagelès qui parle carrément d'augmenter la répression contre la haine, on est en plein délire. Le Castaner qui nous sort un truc sur la haine aussi, enfin ils sont fous, la haine ça n'a pas de sens en droit, et la haine surtout c'est à double tranchant. La haine des uns peut être la haine des autres, et surtout on peut accuser n'importe qui de haine, il suffit de contester ou de s'opposer, et hop on devient haineux. Donc ça tient pas, et à jouer avec ce genre de concepts, on peut se les prendre dans la gueule. Je dis on pour ceux qui les utilisent du matin au soir.
Et encore une fois, dans ce rapport de force, cette guerre des réseaux dont on parle finalement, émission après émission, il y a des étapes. Donc il y a eu, ce petit, frottement, hein, au mois d'août entre le Grand Orient de France et le CRIF. Et puis après, on a vu que la France insoumise s'était élevée, pareil, fin août, début septembre, contre Dieudonné. Et puis il y a eu la fameuse déclaration, d'un philosophe avec un nom, latin, vous vous souvenez, hein, qui avait dit lors de l'université d'été de la France insoumise, il avait dit: on a le droit d'être islamophobe. Voilà, c'était un droit philosophique revendiqué. Puis finalement, Jean-Luc Mélenchon était allé à la manifestation contre l'islamophobie. Et puis là, il commente la défaite de Corbyn avec des mots assez durs contre le lobby. Donc on a ce rapport de force, on a ces variations. Parfois, il tend la main, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux électeurs du Rassemblement national. Donc on est toujours dans encore une fois, dans cette oscillation entre différentes stratégies électorales qui pourraient effectivement être payantes, hein, et qui ont bien du sens, et qui vont rester à surveiller. Personnellement, je ne pense pas que Mélenchon franchisse la ligne et devienne le vrai candidat révolutionnaire populiste, puisqu'il restera certainement enchaîné à ses prérogatives laïques, antiracistes, etc. Mais la période est quand même incertaine et pourrait nous réserver des surprises. Oui, la question, c'est est-ce qu'il est capable d'associer un souverainisme ou un antisionisme de bonne aloi et justement son fond laïcard, etc. Ça peut se faire, hein, tout est possible. On a vu les Chinois qui font de l'ultracapitalisme et du communisme politique, de l'ultracapitalisme en économie évidemment. Donc on peut faire ce genre d'association. Un type comme Macron est capable aussi d'assimiler tous les contraires, hein, et de nous sortir un discours à gauche un jour, à droite le lendemain, etc., pour surfer et conserver le pouvoir. Donc Mélenchon est capable de le faire. Après, la sincérité, je crois que c'est même pas la peine de se poser la question. Il n'est pas question d'être sincère en politique, mais il est question d'être stratège et d'utiliser effectivement les forces actuelles. Mélenchon qui essaye de récupérer la contestation sociale, surtout depuis que les manifs des Gilets jaunes ont été remplacés par les manifs des syndicats, ce qui est quelque chose de plus traditionnel pour la gauche de la gauche. Lui, effectivement, s'il est assez illisible, peu importe. En tout cas, il a senti qu'il y avait un vent nouveau, il allait prendre ce vent, il allait ouvrir ses voiles, et si la voile de l'antisionisme, ou si le vent antisioniste qui monte aujourd'hui dans la population via l'Internet peut le pousser plus loin, le faire passer de, je sais pas, 20 éventuellement à 24% dans 3 ans, c'est tout bénef pour lui. Et je rappelle aussi une chose, bien évidemment, il a dans son parti deux tendances presque opposées à ce niveau-là, hein, puisqu'il a non pas des antisémites, mais des antisionistes plutôt au sens impérialiste à l'ancienne de l'extrême gauche, et puis des pro-sionistes, comme Corbière. Je rappelle que la députée Obono, ou le député Obono, a envoyé une lettre pour dénoncer les propos de Finkielkraut, par exemple. Et là, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, avec l'opposition future qu'on peut imaginer entre Mélenchon et un candidat national-sioniste. Et donc Obono s'est attaqué avec 4 autres députés, ou 3 de la France insoumise, à Finkielkraut directement, en dénonçant ses propos au procureur, hein, selon l'article 40, qui dit que n'importe quel personnage public ou officier de justice qui entend des propos dénonçables, etc., doit le faire au procureur de la République. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là aussi, on a une attaque, on a un sens. On voit qu'il se sert dans son parti de ses soldats pour aller taper dans des points qui rapportent. Et il est tout à fait possible de marier, si on a un peu d'autorité, si des gens croient en lui, pour gagner des points, de marier des tendances qui sont pas très mélangeables. Par exemple, Obono Corbière, ou l'ancien Kuzmanovic qui n'y est plus, mais il y a encore des gens chez lui qui sont pas très sionistes, hein. Voilà, donc je pense que c'est possible de fonctionner avec l'eau et le feu, et on ne devrait pas s'attacher, essayer de trop analyser en profondeur les stratégies de cet homme-là, qui est passé quand même par 23 ans de PS, qui est devenu sénateur, qui était un peu un bon bourgeois de la République, et qui ensuite devient anti-système, qui s'attaque aux médias pour
aux yeux des gens et du grand public, devenir un peu la nouvelle incarnation anti-système, alors que Marine Le Pen l'était plus de fait, parce que les médias attaquaient Marine Le Pen, alors que Mélenchon attaque les médias, c'est pas pareil. Il s'est construit de la sorte lui-même une image de paria qui plaît aux gens, qui plaît à l'électeur. Et aujourd'hui, avec la contestation des Gilets jaunes, plus la contestation sociale sur les réformes, dont celle des retraites, il y a vraiment deux mouvements puissants qui peuvent porter un candidat un peu anti-système tout en haut. C'est la grande crainte de Macron, c'est pour ça qu'ils essaient de l'enfoncer avec la perquisition d'octobre 2018, qui traite jusqu'à aujourd'hui, les assistants parlementaires de l'Union européenne, etc. Donc tout est fait aujourd'hui pour limiter le pouvoir de Mélenchon. Parce qu'on sent qu'il peut passer un cap. Effectivement, il a pris d'ailleurs du sursis, hein, il a pris la prison avec sursis dans l'affaire de la perquisition. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est positionné. Il a commencé à se positionner peut-être pour 2022. Si Emmanuel Macron reste en position forte, Mélenchon pourra certainement s'opposer à lui en tant que représentant de la contestation sociale. Et si finalement l'axe national-sioniste prend de l'ampleur avec un hypothétique candidat zemmourien, Jean-Luc Mélenchon pourra aussi s'opposer, mais d'un autre point de vue, quoi. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il vise, et c'est assez terre à terre, c'est tout simplement de passer devant Marine Le Pen. Ça a été son rêve depuis toujours, on l'a vu au régional il y a quelques années, c'était d'essayer de battre Marine Le Pen, d'aller sur ses terres, etc. L'idée, c'est vraiment de récupérer de l'électeur Front National, ancien communiste, entre autres, ou très souverainiste, et puis d'aller attaquer bille en tête quelques symbole du système, dont le CRIF, évidemment tout en tapant sur le néolibéralisme de Macron, ça mange pas de pain, et d'essayer d'être deuxième et de livrer sa dernière bataille, tout en espérant peut-être, sachant que pour lui on est passé en phase quasiment insurrectionnelle en France, hein, toujours ce grand rêve révolutionnaire à gauche ou à gauche de la gauche, en espérant faire une surprise en 2022 en finale, contre un Macron qui serait peut-être en lambeaux après 2 ou 3 ans de révolte populaire, hein, ou d'émeute populaire. Tout est possible, hein. L'histoire nous a montré que très rapidement, les choses pouvaient basculer. Je ne vais pas faire de parallèle incongru, mais en 29, les nazis étaient laminés, la crise économique est arrivée, ils sont passés de quelques pourcents, une poignée de pourcents, à soudain 20% de l'électorat, puis 30, puis 50, etc. Donc, les conditions économiques, les conditions sociales font beaucoup dans les changements de rapport de force. Et Mélenchon attend, je crois, ce coup de pouce du vent de l'histoire pour gonfler ses voiles et créer la surprise. Et il a été très mari, c'est-à-dire très déçu en 2017 de n'avoir été que le troisième homme, quasiment en égalité avec Fillon, et d'avoir été grillé par Marine Le Pen en finale. Il pense que il aurait eu plus de voix en finale qu'elle, avec ses, je crois, 33%. Et son grand rêve, c'est de prendre cette revanche-là. C'est vrai qu'un Mélenchon au second tour face à Emmanuel Macron en 2022, ça ouvre des perspectives. Et après 3 ans, hypothétiquement, hein, après 3 ans de gilets jaunes, on peut se dire que Mélenchon aurait le plus grand coup de sa vie à jouer, c'est sûr. On constate une chose, monsieur de Brague, c'est que beaucoup de candidats ces dernières années se sont dit anti-système ou l'ont fait croire, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon, Lassalle, Dupont-Aignan, etc. On disait on tape sur le système ou on tape sur le néolibéralisme. Bon, c'est assez vague, le système, hein, quand on ne dit pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se sont précisées, un peu comme les Gilets jaunes qui avant gueulaient contre Macron, contre un pouvoir un peu incarné par Macron ou la banque, mais assez nébuleux. Soudain, ils ont été manifestés devant quelques... Il y en a qui se sont retrouvés, je crois, devant le siège de la franc-maçonnerie, etc., où il y a eu quelques exactions contre des temples. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, électoralement, c'est assez payant de s'en prendre au cœur du système, au cœur idéologique, hein, c'est-à-dire le CRIF, et que de plus en plus, on va avoir des gens qui, au lieu de dire le système, vont dire le CRIF, puisque on sait très bien que une fois que l'autorisation où l'interdiction plutôt est passée, les gens s'engouffrent dans la brèche. On l'a vu avec Internet, où au début, le moindre propos
antisionistes étaient dénoncés, écrabouillés. Aujourd'hui, il y a tellement de sites qui parlent du pouvoir sioniste que bon, ça devient difficile à bloquer, même impossible. Et bien en politique, on dirait qu'avec un certain retard sur la société, c'est-à-dire sur Internet et ses analyses, le monde politique classique, pour survivre, va devoir nommer les choses et nommer les centres de pouvoir. Il n'y a pas que le CRIF, mais ça en fait partie, et c'était jusqu'à présent un tabou. Eh bien, depuis Mélenchon, ça l'est plus. Même si, évidemment, Le Pen en avait déjà parlé, mais lui, il a été véritablement tabassé pour cela. Aujourd'hui, Mélenchon reprend le flambeau, et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'opinions politiques qui vont commencer à cibler les centres idéologiques du pouvoir profond. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était l'avant-dernière émission de l'année 2019. Nous observerons en 2020 la combustion de Jean-Luc Mélenchon, qui sera certainement incendié sur la place publique par les médias sionistes. On va suivre ça avec intérêt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année avec, on verra le sujet que la semaine va faire émerger sur nos ondes ERFM.